bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Mon invité aujourd'hui, c'est Karim Soleihavou, directeur général du groupe Logis Hôtel, partenaire de l'ADEME pour déployer les actions du Fonds Tourisme Durable. Le débat de ce Smart Impact portera sur les moyens de réduire l'utilisation des pesticides, un enjeu majeur à court terme, avec la flambée des prix des engrais azotés, et à plus long terme, évidemment, pour atteindre les objectifs agricoles européens. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez les Transfarmers et leurs pots de fleurs lombricomposteurs. Ça existe, voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer, c'est parti. Bonjour Karim Soleihavou, bienvenue. Vous êtes donc le DG, le directeur général du groupe Logis Hôtel. On va parler de ce partenariat prolongé avec l'Agence de la transition écologique. Quelques chiffres pour présenter votre groupe. Premier groupe de restaurateurs hôteliers indépendants en Europe, 2200 établissements. Le deuxième groupe indépendant au niveau mondial. Premier groupe de restaurants en France aussi, comptez 1800 restaurants, 70 ans d'expérience. C'est un groupe, donc ça veut dire combien de marques différentes, Logis Hôtel ? Alors le groupe Logis Hôtel fédère en fait 6 marques différentes, des marques qui sont une marque très connue, Logis Hôtel, hôtellerie et restaurant, des marques urbaines, mais aussi des marques premium, patrimoniales. Ouais. Vous êtes présent uniquement en France ou vous essaimez à l'international ? Alors on est majoritairement présent en France, mais également présent dans 8 pays en Europe. Ouais. Alors si on jette un coup d'œil à votre chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires 2021, et c'est intéressant de le comparer aux années précédentes, on est à plus de 132 millions d'euros, moins 12% par rapport à 2019, qui est pour tout le secteur du tourisme l'année de référence, plus 32% par rapport à 2020. Est-ce que vous voyez enfin revenir les touristes ? Oui. Les touristes français sont toujours là massivement. Les touristes étrangers, en tous les cas européens, long courrier beaucoup moins, mais les Européens reviennent en masse. Et donc on s'attend à un nouvel été record. Aujourd'hui, les prises de réservation pour cet été sont en hausse de 40%. Par rapport à la même date en 2019. Ouais. Est-ce que je discutais avec un ami qui est comme vous professionnel du tourisme, il disait c'est dingue parce qu'on regarde les chiffres N-2, c'est-à-dire qu'on normalement on compare son mois au mois de l'année précédente et là on compare à celui de 2019 quoi. Vous étiez dans cette logique-là aussi ? Complètement. C'est la seule année de référence et c'est la seule façon de savoir si oui ou non les touristes reviennent et quelle typologie. On voit que quand même il y a un tourisme différent après Covid. Oui. Est-ce que cette crise sanitaire et économique oblige le secteur à revoir son modèle d'affaires d'une certaine façon, notamment avec la transition écologique dont on va parler ? Entre autres, absolument. Les enjeux qui étaient préexistants en 2019 se sont formidablement révélés en 2022. C'est vrai pour la clientèle touristique, domestique. On voit que le voyage change. Les Français vont beaucoup plus en France, sur les trajets qui sont plus courts, électrifiés parce que véhicules électriques, un tourisme beaucoup plus de découverte et moins de destination, mais aussi les collaborateurs. Il y a un véritable enjeu d'attractivité des collaborateurs. Et pour aujourd'hui attirer les talents, il faut donner dans l'entreprise sens et performance. Et le sens, notamment, on va le trouver dans les enjeux, dans les pratiques du quotidien de la transition écologique. Oui, le classement des étoiles a notamment évolué, les critères, depuis ce début du mois d'avril. Là, qu'est-ce qui a changé profondément ? Alors, fondamentalement, on met en avant les éléments écologiques, environnementaux, les bonnes pratiques des hôteliers. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Alors, ça reste dans un cadre réglementaire. Néanmoins, il valorise les entreprises qui le font déjà. Il y a déjà beaucoup d'entreprises de l'hôtellerie ou de la restauration qui ont de très bonnes pratiques, qui ont entamé cette transition écologique et elles sont insuffisamment valorisées. Le nouveau classement le fait. On a aussi d'autres enjeux réglementaires. Je pense par exemple du décret tertiaire où les entreprises, et peu le savent, ça concerne 80% des entreprises françaises, elles doivent déclarer leur niveau de consommation avant le 30 septembre de cette année. Et on a un engagement à 2030, c'est demain, de réduction de 40% de la consommation énergétique par rapport à ce déclaratif.
Et donc c'est un chemin qu'il faut évidemment anticiper. Vous avez prolongé votre partenariat avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, pour déployer les subventions du fonds tourisme durable. Déjà, c'est quoi ce fonds tourisme durable? Alors, dans le cadre de France Relance, une poche de 2 milliards d'euros a été définie ou fléchée vers la transition environnementale. Et dans ces 2 milliards, il y a le fonds tourisme durable qui a été doté de 50 millions d'euros pour accélérer, parfois initier, la transition environnementale auprès des très petites et moyennes entreprises de l'espace rural. Et alors, il y a déjà des entreprises qui en ont bénéficié. Comment ça s'est passé? Alors, on est partenaire depuis 2021, seul groupe hôtelier français partenaire de l'ADEME, toujours en 2022, puisque le partenariat a été prolongé. Et fin 2022, nous allons accompagner à peu près 250 établissements, dont 150 ont bénéficié de subventions pour changer leur chaudière, pour calorifuger leur réseau d'eau, pour mettre en place un certain nombre d'actions très concrètes, faciles à mettre en œuvre, clairement identifiables et qui font progresser. Donc les subventions, c'est de l'ordre de 3 millions d'euros fin 2022. Et comment les entreprises sont choisies et s'il y en a certaines qui nous écoutent là aujourd'hui, comment elles peuvent candidater? Alors, 2 cas. Soit ces entreprises font partie du groupe Logis Hôtel, et là c'est nous qui sommes allés vers elles, et nous avons donc travaillé projet par projet. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas une mesure valable pour l'ensemble des entreprises. On va travailler avec chaque projet là où on en est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous définissez ce qui est peut-être le plus urgent ou le plus efficace en termes de transition écologique avant d'investir et de débloquer les fonds? Clairement, on va regarder avec le porteur de projet, le propriétaire. Est-ce qu'il est plutôt restaurateur? Est-ce qu'il est plutôt hôtelier? Quelle est la taille de son établissement? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre dans son établissement qui va faire rimer à la fois écologie et souvent économie? Et ça, pour ceux qui nous regardent, c'est extrêmement important. L'écologie rime avec économie. Ouais. Et puis, ceux qui ne font pas partie du groupe Logis Hôtel peuvent nous contacter et nous allons les accompagner à travers un diagnostic, une définition du projet et un dépôt de dossier de subvention. C'est plus facile quand on fait partie du groupe, puisque vous êtes l'interlocuteur, ou est-ce qu'il y a un peu de favoritisme pour les entreprises Logis Hôtel ou pas? Non, c'est plus facile parce qu'on se connaît, mais vis-à-vis du partenariat que nous avons avec l'ADEME et de l'engagement que nous avons sur la transition environnementale dans le secteur hôtellerie et restauration, nous sommes ravis d'accompagner toutes les entreprises qui veulent faire cette transition. Est-ce que sans ces subventions, sans cet accompagnement de l'ADEME, ces entreprises auraient pu investir et financer leur transition écologique? Alors j'imagine que oui, mais avec quel delta de temps, vous voyez ce que je veux dire? Alors on a une longue tradition dans le groupe, notamment de circuits courts. Vous avez effectivement mentionné qu'on était le premier groupe de restaurateurs en France. Donc on a une longue tradition de circuits courts. Plus de 70% des plats sont cuisinés maison dans nos établissements. Mais il est certain que sans le fonds tourisme durable, sans l'initiative de l'ADEME, probablement que certaines entreprises, soit n'auraient pas encore entamé cette transition, soit l'auraient entamée beaucoup plus longtemps. Ça a été un véritable accélérateur, un prétexte pour aller les voir, un accélérateur et surtout les moyens de faire. Ouais. Quand on fait le bilan RSE de votre groupe, du groupe Logis Hôtel, quels sont les leviers que vous devez activer maintenant? Parce que souvent on se rend compte que quand on se lance dans le chemin de la transition et environnementale et sociétale, on va y revenir, bon, bah, il y a les premières actions qui sont entre guillemets les plus faciles, puis après ça devient compliqué. Vous en êtes où aujourd'hui? Alors il y a les premières actions les plus faciles, on les a entamées en 2021. On a d'ailleurs fait évoluer le fonds tourisme durable avec tout ce qui était économie d'énergie qui était peu ou mal pris en compte dans la définition 2021. Donc en 2022, nous l'avons fait évoluer pour aller plus loin. Parce que oui, il y a des passoires thermiques, il y a des chaudières fuel à changer. Il y a un certain nombre d'investissements de fonds. On estime à peu près que l'ensemble du groupe, c'est 100 millions d'euros de travaux, de rénovation, de travaux d'investissement chaque année. Et donc, il doit y avoir une partie sur la partie environnementale. Je vais vous donner un exemple très concret. Tout à l'heure, on parlait de projet par projet. Pour les petits établissements, on va dire de 20 à 30 chambres, nous avons mis en place un concept pour internaliser la blanchisserie. Souvent, les draps, les serviettes, elles font, en gros, le camion fait 200 km pour aller à la blanchisserie, les ramener, enfin les prendre sales, les ramener propres, etc. Aujourd'hui, si vous internalisez la blanchisserie, non seulement vous avez des économies, on estime que c'est divisé par 2 ou par 3,
le coût. Ça ne s'applique pas à tous les hôtels. Ouais. Également, vous avez une vraie amélioration de la qualité de vie au travail des collaborateurs, puisque quand vous avez un blanchisseur, vous devez faire des ballots de linge qui pèsent entre 30 et 40 kilos, qui sont manipulés par les femmes de ménage. En internalisant la blanchisserie, eh bien, finalement, elle ne traite plus que le linge, une chambre par une chambre. Et puis en plus, vous l'avez avec des produits écologiques. Oui, alors pour terminer sur justement cet enjeu social qui est crucial, il y a combien de postes non pourvus, pas seulement chez vous, mais au niveau national dans le secteur CHR, café, hôtellerie, restauration, on est à quoi? 200, 250 000, 300 000? C'est quoi le chiffre aujourd'hui? On estime pour cet été qu'on manque entre 250 et 300 000 collaborateurs. Ouais. Alors vous avez en partie répondu à la question tout à l'heure, mais le levier du salaire, c'est très clairement pas le seul levier aujourd'hui? Alors, c'est très clairement pas le seul. Ouais. Quand vous êtes dans un secteur en tension comme le nôtre, déjà depuis longtemps, les chefs d'entreprise ont amélioré les salaires et ont activé ce levier. Aujourd'hui, il y a un véritable levier qu'on retrouve, et notamment chez les plus jeunes générations, c'est ce besoin de sens. Alors, et c'est quoi ce besoin de sens? Ce besoin de sens, c'est ce besoin d'être utile à l'entreprise. Ça veut dire changer nos pratiques de management pour laisser une forme de liberté d'expression, en tous les cas, des collaborateurs dans la manière de produire le service, dans la manière de sourire, la manière d'accueillir les clients. C'est également probablement leur donner, pour ceux qui le souhaitent, une partie du capital pour progressivement accélérer cette transmission, au-delà de la transition environnementale. Mais c'est aussi ces pratiques du quotidien, acheter à un maraîcher, un apiculteur local, c'est montrer sa région, valoriser sa région pour un tourisme de découverte. Bref, c'est être acteur local engagé. Merci beaucoup, merci Karim Soleil, à vous, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat les innovations technologiques pour réduire l'usage des pesticides. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Et pour ce débat, je vous présente mes invités. Justine Lipouma, bonjour, bienvenue. Vous êtes la présidente cofondatrice de Mycophyto. J'accueille également Edita Bezek, bonjour, bienvenue. La directrice générale et cofondatrice d'Alvi. Allez, on présente vos entreprises pour commencer. C'est quoi Mycophyto ? Alors Mycophyto, c'est une agritech qui développe des solutions innovantes et biologiques pour s'affranchir des engrais et des pesticides. Et donc nous, on maximise des associations entre les plantes et les champignons du sol pour arriver à redonner de l'autonomie au système. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces champignons? Comment des champignons peuvent-ils remplacer des pesticides? Et bien, comment ils font ça? En interagissant avec les racines des plantes. Ouais. Et ils vont venir se développer à l'extérieur de la racine. Et donc, ils vont aller capter des éléments nutritifs beaucoup plus loin que ce que la plante peut faire avec ses portées de racines. Ils multiplient jusqu'à 1000 fois la surface d'échange entre la plante et le sol. Et ils assimilent d'une manière beaucoup plus efficace les nutriments. Et ils conservent aussi l'eau à proximité des racines. Ouais, on voit bien les qualités naturelles finalement de ces champignons. Vous avez créé Alvi il y a 2 ans, Edita Bezek. Vous avez mis au point avec vos associés une solution de pulvérisation de produits phytosanitaires. De quoi s'agit-il? Comment ça marche en quelque sorte? Oui, donc on a une approche qui est un peu complémentaire à Mycophyto. Nous, on utilise le digital pour optimiser l'agriculture et pour optimiser les traitements avec des produits phytosanitaires. On a développé un assistant intelligent qui aide les agriculteurs à traiter mieux avec moins de produits phytosanitaires. C'est un peu difficile de vulgariser de temps en temps, c'est un peu comme des pesticides, c'est un peu comme des médicaments. Donc imaginez qu'aujourd'hui, comment ils sont utilisés, c'est que si vous avez des prescriptions pour la grippe 6 mois avant, avec le dosage, peu importe votre taille, peu importe le temps, et c'est ce qui se passe avec des pesticides aujourd'hui. Ils sont utilisés de manière très standardisée, avec des doses qui sont connues 6 mois avant, même quand on sait les conditions météo ou le développement des maladies. Donc notre assistant, ça aide les agriculteurs à démoyenner ces traitements, de traiter juste avec la dose qui est nécessaire. Et donc on utilise beaucoup moins d'intrants, de pesticides. Exactement. C'est quel pourcentage de pesticides en moins grâce à la solution que vous proposez? Donc notre objectif, c'est couper une moitié des pesticides. C'est beaucoup, oui. Une partie, c'est par la diminution des doses. Et un deuxième axe de travail, c'est par aider les agriculteurs à utiliser des produits de biocontrôle, donc des alternatives aux pesticides biologiques qui sont beaucoup plus fragiles et délicats. Donc aussi, notre conseil, c'est comment les utiliser mieux pour qu'on puisse substituer une partie des chimies et avoir des produits plus préventifs et plus
écologique et plus vert. Et plus naturel. Vous faites partie des 11 startups sélectionnées par l'accélérateur créé par le campus agricole Hectare. On les a reçus ici même, Hectare avec l'incubateur HEC Paris. Il y avait 135 participants, donc bravo de faire partie des 11. De quel accompagnement, qu'est-ce que ça représente pour vous, Justine Lipouma ? En termes d'accompagnement, même très concrètement, ce que vous allez faire avec ce campus agricole. Avec ce campus agricole, ce qui est intéressant pour nous, alors c'est déjà de rencontrer, d'échanger avec d'autres startups. Oui. Comme on le voit, il y a de la connexion entre ce qu'on fait. Il y a un intérêt à proposer aussi parfois à des clients des solutions qui intègrent des technologies différentes. Donc ça peut être intéressant pour nous pour des aspects de business, de développement. Vous pouvez faire une offre commune. On peut faire une offre commune. Ça peut être intéressant et pour le client et pour nous, ouvrir de nouveaux marchés. Hectare, c'est aussi un réseau autour de partenaires qui peuvent être de futurs clients de nos différentes startups. Et c'est aussi un réseau d'investisseurs qui peut aider nos projets à passer des étapes de levée de fonds et de croissance. Donc c'est ça qui est intéressant pour nous, avec un focus sur l'agritech et autour de l'agriculture. Parce que les startups de l'agritech ont des particularités propres. On ne peut pas les faire avancer, les accompagner, les développer en prenant les codes d'autres secteurs comme le digital. On ne peut pas, on ne fonctionne pas de la même manière, on n'a pas les mêmes pas de temps, pas les mêmes enjeux, pas les mêmes besoins. Et donc, c'est intéressant de pouvoir regrouper des startups de ces sujets-là. Ouais, et puis, il y a une ferme pilote, il y a 50 hectares destinés à l'expérimentation. Edith Abezeg, est-ce que vous pouvez sur place, je ne sais pas si vous en avez besoin à ce stade de votre développement, mais tester ou améliorer votre technologie sur les hectares de cette ferme pilote? Est-ce que vous prévoyez de le faire? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Donc, pas encore, mais c'est tout à fait possible. Comme vous avez dit, il y a plein de hectares, des terres expérimentales qui sont maintenant un peu en développement pour accueillir des startups et pour utiliser des solutions innovantes. Nous, on a déjà un grand réseau d'expérimentateurs, on peut dire, qui sont des coopératives, même des agriculteurs eux-mêmes, etc. Donc, ça peut très bien faire une partie un peu de nos sites d'expérimentation dans le futur. Il y a des agriculteurs qui sont formés, aussi, oui, allez-y. les futurs agriculteurs. Oui, c'est un espace de formation. Exactement, bien sûr. et donc du coup, c'est ça aussi pour nous qui est intéressant. Ça veut dire qu'on peut toucher là à ces nouveaux agriculteurs qui vont arriver et donc les sensibiliser très tôt dans leur formation à ces nouvelles technologies qui arrivent, qu'ils doivent appréhender, qu'ils doivent arriver à intégrer dans leur schéma d'implantation agricole. Parce que, Edith, vous avez des difficultés parfois à convaincre les agriculteurs de changer de modèle, d'oser une innovation comme la vôtre. Ouais, c'est quelque chose que je voulais rajouter, c'est en fait, comme tu as dit, l'agriculture c'est un peu spécifique si vous comparez avec d'autres secteurs, parce que les cycles d'innovation sont beaucoup plus longs. En fait, un agriculteur aujourd'hui, il a 2 saisons par an. Donc, s'il travaille 30-35 ans, il a peut-être 70 cycles d'innovation de toute la vie. S'il fait un échec, il risque que toute la récolte sera perdue. Donc, il est un énorme preneur des risques de tester toutes ces solutions, à la fois biologiques, comme mycophyto ou digitales, pour changer les pratiques. Donc, c'est aussi un des rôles des hectares, c'est voir quelles sont vraiment des solutions prometteurs, des solutions qui ont potentiel, qui n'apportent pas trop de risques pour les agriculteurs, pour qu'ils puissent choisir des bonnes solutions. Et comme tu as dit, pour les appliquer dès le début de leur formation et prendre l'habitude, faire confiance, etc. Oui, ça facilite la prise de décision des agriculteurs. Il y a un contexte international qui est porteur pour vos 2 solutions. La guerre en Ukraine a provoqué l'augmentation des prix des engrais azotés qui sont fabriqués à partir de gaz dont les cours, tout le monde le sait, s'envolent. Vous proposez, c'est clairement une alternative ce que vous proposez. Clairement. Et c'est vrai que vous dites tout le monde le sait, mais finalement j'ai l'impression que c'était pas si évident que ça. J'ai l'impression que des fois les gens ont découvert comment on faisait des engrais azotés, d'où ils arrivaient. On parle de souveraineté alimentaire en France. Tous les engrais sont importés. On est dépendant à 100% d'import d'engrais. Et donc oui, nous, on est une alternative parce que on permet à la plante de s'alimenter elle-même. Parce que les engrais vont simplement amener des éléments nutritifs que vous devriez trouver de façon naturelle dans un sol, mais qui ne sont plus présents du fait d'une dévitalisation des sols. Et donc si on les revitalise,
les sols vont être capables de se régénérer et de créer un apport en éléments nutritifs qu'ensuite la plante pourra puiser. Ouais. Est-ce que votre solution, c'est-à-dire que la biodiversité, cette biodiversité naturelle, ce retour finalement à la nature, on peut dire ça comme ça, c'est aussi une défense face aux aléas climatiques, on voit qu'ils se multiplient, peut-être aussi face à la raréfaction des ressources. Il y a tout ça dans la solution que vous proposez avec Mycophyto ? Oui, et c'est pour ça que pour moi, c'est vrai qu'il y a un côté, on s'inspire effectivement de la nature, mais on est loin d'un retour en arrière. Parce qu'il faut voir aussi que ces engrais, ils ont été mis en place pour régler des problématiques de famine. Il ne faut quand même pas oublier ça. Ouais. Et on se doit aujourd'hui de produire plus avec moins. Qu'on le veuille ou non. Oui, parce qu'il y aura de plus en plus d'humains sur la planète et il va falloir les nourrir. Il y a de moins en moins de terres disponibles. Donc il faut que chaque mètre carré de terre soit encore plus rentable qu'avant. Et on doit faire cela dans un souci de réduction des impacts environnementaux. Donc il faut arriver effectivement à concilier ça. Et nous, l'enjeu, c'est de dire, on va vous proposer des solutions qui n'opposent pas productivité et environnement. On doit trouver, en s'inspirant de la nature, des solutions qui vont permettre à la fois d'augmenter, nous on augmente de 30 à 40% la productivité en fleurs et en fruits, et on réduit jusqu'à 40% l'apport en intrants. Et il faut s'adapter au changement climatique. Dans très peu de temps, on n'est pas sûr d'avoir encore du vin à Bordeaux, c'est quand même dommage. Oui, effectivement, parce que c'est quand même pas mauvais. On peut aller un peu plus loin avec le programme Farm to Fork, de la ferme à la fourchette, cette nouvelle politique agricole européenne, qui est d'ailleurs un peu bousculée par le contexte de la guerre en Ukraine. Objectif neutralité carbone en 2050, réduire de moitié l'usage des pesticides et des antibiotiques pour les animaux d'élevage, réduire de 20% les épandages d'engrais, basculer un quart des terres agricoles cultivées vers le bio. Edith Abezeg, est-ce que il y a un mot qui est très important, c'est le mot sobriété quand on parle de la transition écologique. Est-ce qu'il faut forcément y associer la technologie ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, je vais reposer ma question différemment, est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs sans innovation technologique ? J'imagine que l'une et l'autre, vous allez me dire non, parce que c'est un peu votre business, mais c'est pas possible pour vous ? Tout à fait. Je pense qu'on a vu aujourd'hui, avec la crise qu'on a discutée, que la nourriture, c'est aussi c'est quelque chose. Nous, dans le monde comme la France, l'Europe de l'Ouest, on est habitué qu'on a notre nourriture sur nos assiettes, etc. Mais aujourd'hui, avec la crise en Ukraine, stockage des grains, etc., toute l'agriculture des exports vers les Liban, etc., je pense que ça montre à tout le monde que c'est pas garanti. C'est pas garanti, ouais, c'est ça. C'est pas garanti. Et comme tu as dit, il faut produire mieux, déjà avec des terres qu'on a. On ne peut pas nous permettre de prendre plus de terres, de casser plus de forêts pour avoir des terres agricoles. Et la technologie, c'est un des moyens comment changer nos habitudes, comment redonner aux agriculteurs, on peut dire, le pouvoir de prendre les meilleures décisions et faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire avec le cerveau humain. Je vous donne un exemple avec notre solution IGO. On analyse pour chaque parcelle plus que 50 paramètres différents qui impactent comment le produit de la protection de la plante va fonctionner pour chaque aire, pour donner le conseil aux agriculteurs. Le cerveau humain, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas le faire. Merci. C'est juste la technologie qui peut le faire. Donc, c'est notre mission. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci d'être venues parler de ces innovations technologiques pour l'agriculture, l'agritech. On passe à Smart Ideas et alors on va passer du champ au jardin avec Transfarmers. Smart Ideas avec Louis Jamin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cofondateur des Transfarmers que vous avez créé en 2019 avec Thomas Collin, Aliette et Henri Tomaso. Votre idée, c'est donc un pot de fleurs composteur. Comment ça marche ? En fait, c'est assez simple. On associe un pot de fleurs et un composteur. On jette ses épluchures d'un côté. À l'intérieur, il y a des petits lombrics qui les dégradent. Ça produit de l'eau et des nutriments qui viennent alimenter directement la plante. Donc, en fait, on a une plante qui est auto-entretenue par ce biais et on valorise ses déchets. On réduit donc le volume de ses poubelles chez soi. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'arroser, de remettre de l'eau dans la plante ou ça va dépendre des plantes. Si c'est des plantes qui ont des gros besoins en eau, il peut falloir compléter. Mais en tout cas, on a une grande partie de l'apport en eau qui est fait directement dans le système. Et comment, alors je vous pose vraiment des questions de béotien, mais comment ne pas se retrouver envahi de lombrics de vers ? Alors les vers, ils ont un gros avantage sur nous, c'est qu'ils se régulent très bien. D'accord. Et donc voilà, en fonction de la quantité d'épluchures
qu'on va leur apporter, la population va être parfaitement adaptée à l'objet. Et ils sont aussi très bien à l'intérieur, donc ils n'ont aucune envie de sortir et d'aller nous envahir. Me voilà rassuré. Donc on parle de lombricompostage, c'est ça? Exactement, ouais. Okay. Alors on va parler maintenant de vos modèles, votre modèle d'affaires, de fabrication, etc. Votre pot de fleurs composteur, vous le fabriquez où, avec quel partenaire? Alors, on est quasiment 100% made in France. On a une partie en liège qu'on fabrique au Portugal, une petite partie en liège parce que c'est là qu'est la filière. Tout le reste est fait en France. Il est en céramique, c'est une partie que je n'ai pas évoquée au démarrage, mais il est en céramique pour le côté poreux qui est bénéfique à la fois à la plante et au verre. Et donc cette céramique, on la fabrique dans 2 ateliers, un du côté de Troyes et un du côté de Castelnaudary dans le sud. Cet ancrage local, pour vous, il est crucial? Ça faisait partie du choix de départ, on va dire ça comme ça? Bien sûr, parce qu'en fait, ce qui nous pousse, c'est vraiment la vocation écologique de l'objet, c'est avant tout la réduction des déchets. Transfarmers, l'objectif, c'est vraiment de faire rentrer les gestes écologiques chez les gens. Et pour nous, c'était une évidence que la première chose, c'était de commencer par éviter de faire voyager des milliers de kilomètres à nos produits. Donc évidemment, le Made in France, et pour son aspect social, en effet, également, c'est capital pour nous. Alors, vous en êtes où de votre phase de développement? Vous cherchez des investisseurs aujourd'hui? Ouais, on est en phase où on démarre une levée de fonds pour accélérer notre développement, pour différents axes de développement, mais notamment pour nous déployer à l'international. Aujourd'hui, on existe depuis donc 2019. On a à peu près un peu plus de 2200 unités qui sont en utilisation chez des clients et un peu plus chaque jour, Dieu merci. Et donc voilà, là, pour ce coup de boost, ce coup d'accélérateur, on cherche des fonds pour nous accompagner dans ce développement. Combien de temps ça a pris en recherche et développement pour mettre au point ce pot de fleurs composteur? Alors, ça a pris un certain temps. On n'a pas été des rapides, tout simplement, parce qu'on avait des métiers chacun de notre côté. Mais les premiers balbutiements, les premières idées, elles ont commencé en 2013 pour un accomplissement en 2019. Voilà. Mais c'est quoi vos métiers d'ailleurs? Vous étiez passionné de jardin ou pas du tout et ça vous est tombé dessus par hasard? C'est quoi l'histoire? Dans l'équipe, donc Aliette est graphiste. Les 3 autres, on est ingénieurs agronomes. Donc on avait vraiment cette fibre-là. Et non, l'histoire, en fait, c'est simplement qu'on était des urbains qui, un peu peinés de devoir jeter à la poubelle des épluchures qu'on savait être de la richesse organique potentielle. Et voilà, on a souhaité développer une solution qui nous permettrait de lombricomposter chez soi. Voilà. Alors donc là, pour l'instant, vous êtes monoproduit, il y a ce pot de fleurs, mais les Transfarmers, on a tous joué avec les petites voitures qui se transforment en super-héros. Il y a d'autres produits en tête, d'autres idées? Oui, on a d'autres choses qui sont dans les cartons pour effectivement développer une gamme, aussi bien dans l'univers du compostage et de la valorisation des déchets que dans d'autres univers plus variés. Et ça, pareil, développer cette gamme fait partie des choses pour lesquelles une levée de fonds sera bienvenue pour justement accélérer, faire passer vraiment de l'étape de prototype qu'on a actuellement à d'autres produits assez rapidement. Je suis volontairement assez mystérieux, mais voilà. C'est normal, vous n'allez pas donner des idées à d'autres, et puis il faut les réserver à ceux qui pourraient investir dans Transfarmers. Merci beaucoup, merci Louis Jamin, bon vent à votre entreprise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.